Chapitre 1. Les invités avaient pris congé depuis longtemps. L'horloge venait de sonner la demie de minuit. Seuls, notre amphitryon, Serge Nikolaïevitch et Vladimir Petrovitch restaient encore au salon. Notre ami sonna et fit apporter les reliefs du repas. Nous sommes bien d'accord, messieurs, fit-il en s'enfonçant dans son fauteuil et en allumant un cigare, chacun de nous a promis de raconter l'histoire de son premier amour. À vous le dé, Serge Nikolaïevitch. L'interpellé, un petit homme blond au visage bouffi, regarda l'hôte, puis leva les yeux au plafond. Je n'ai pas eu de premier amour, déclara-t-il enfin, j'ai commencé directement par le second. Comment cela? Tout simplement. Je devais avoir 18 ans environ quand je m'avisai pour la première fois de faire un brin de cour à une jeune fille, ma foi fort mignonne, mais je me suis comporté comme si la chose ne m'était pas nouvelle, exactement comme j'ai fait plus tard avec les autres. Pour être franc, mon premier, et mon dernier, amour remonte à l'époque où j'avais 6 ans. L'objet de ma flamme était la bonne qui s'occupait de moi. Cela remonte loin, comme vous le voyez, et le détail de nos relations s'est effacé de ma mémoire. D'ailleurs, même si je m'en souvenais, qui donc cela pourrait-il intéresser? Qu'allons-nous faire alors? Se lamenta notre hôte. Mon premier amour n'a rien de très passionnant, non plus. Je n'ai jamais aimé avant de rencontrer Anna Ivanovna, ma femme. Tout s'est passé le plus naturellement du monde, nos pères nous ont fiancés, nous ne tardâmes pas à éprouver une inclination mutuelle et nous nous sommes mariés vite. Toute mon histoire tient en 2 mots. À vrai dire, messieurs, en mettant la question sur le tapis, c'est sur vous que j'ai compté, vous autres, jeunes célibataires. À moins que Vladimir Petrovitch ne nous raconte quelque chose d'amusant. Le fait est que mon premier amour n'a pas été un amour banal, répondit Vladimir Petrovitch, après une courte hésitation. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs, légèrement mêlés d'argent. Ah ah. Tant mieux, allez-y. On vous écoute. Eh bien, voilà. Ou plutôt non, je ne vous raconterai rien, car je suis un piètre conteur et mes récits sont généralement secs et courts ou longs et faux.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais consigner tous mes souvenirs dans un cahier et vous les lire ensuite. Les autres ne voulurent rien savoir, pour commencer, mais Vladimir Petrovitch finit par les convaincre. Quinze jours plus tard, ils se réunissaient de nouveau et promesse était tenue. Voici ce qu'il avait noté dans son cahier. J'avais alors 16 ans. Cela se passait au cours de l'été 1833. J'étais chez mes parents, à Moscou. Ils avaient loué une villa près de la porte Kalougsky, en face du jardin Neskouchny. Je me préparais à l'université, mais travaillais peu et sans me presser. Point d'entrave à ma liberté. J'avais le droit de faire tout ce que bon me semblait, surtout depuis que je m'étais séparé de mon dernier précepteur, un Français qui n'avait jamais pu se faire à l'idée d'être tombé en Russie comme une bombe et passer ses journées étendu sur son lit avec une expression exaspérée. Mon père me traitait avec une tendre indifférence, ma mère ne faisait presque pas attention à moi, bien que je fusse son unique enfant, elle était absorbée par des soucis d'une autre sorte. Mon père, jeune et beau garçon, avait fait un mariage de raison. Ma mère, de 10 ans plus vieille que lui, avait eu une existence fort triste, toujours inquiète, jalouse, taciturne, elle n'osait pas se trahir en présence de son mari qu'elle craignait beaucoup. Et lui, affectait une sévérité froide et distante. Jamais je n'ai rencontré d'homme plus posé, plus calme et plus autoritaire que lui. Je me souviendrai toujours des premières semaines que j'ai passées à la villa. Il faisait un temps superbe, nous nous étions installés le 9 mai, jour de la Saint-Nicolas. J'allais me promener dans notre parc, au Neskouchny, ou de l'autre côté de la porte de Kalougsky. J'emportais un cours quelconque, celui de Kaidanov, par exemple, mais ne l'ouvrais que rarement, passant la plus claire partie de mon temps à déclamer des vers dont je savais un grand nombre par cœur. Mon sang s'agitait, mon cœur se lamentait avec une gaieté douce, j'attendais quelque chose, effrayé de je ne sais quoi, toujours intrigué et prêt à tout. Mon imagination se jouait et tourbillonnait autour des mêmes idées fixes, comme les martinets, à l'aube, autour du clocher. Je devenais rêveur, mélancolique, parfois même, je versais des larmes, mais à travers tout cela, perçait, comme l'herbe au printemps, une vie jeune et bouillante.
J'avais un cheval, je le sellais moi-même et m'en allais très loin, tout seul, au galop, tantôt je croyais être un chevalier entrant dans la lice, et le vent sifflait si joyeusement à mes oreilles. Tantôt je levais mon visage au ciel, et mon âme large ouverte se pénétrait de sa lumière éclatante et de son azur. Pas une image de femme, pas un fantôme d'amour ne s'était encore présenté nettement à mon esprit, mais dans tout ce que je pensais, dans tout ce que je sentais, il se cachait un pressentiment à moitié conscient et plein de réticence, la prescience de quelque chose d'inédit, d'infiniment doux et de féminin. Et cette attente s'emparait de tout mon être, je la respirais, elle coulait dans mes veines, dans chaque goutte de mon sang. Elle devait se combler bientôt. Notre villa comprenait un bâtiment central, en bois, avec une colonnade flanquée de 2 ailes basses. L'aile gauche abritait une minuscule manufacture de papier peint. Je m'y rendais souvent. Une dizaine de gamins maigrichons, les cheveux hirsutes, le visage déjà marqué par l'alcool, vêtus de cottes graisseuses, sautaient sur des leviers de bois qui commandaient les blocs de presse carrés. De cette manière, le poids de leur corps débile imprimait les arabesques multicolores du papier peint. L'aile droite, inoccupée, était allouée. Un beau jour, environ 3 semaines après notre arrivée, les volets des fenêtres s'y ouvrirent bruyamment, j'aperçus des visages de femmes, nous avions des voisins. Je me rappelle que le soir même pendant le dîner, ma mère demanda au majordome qui étaient les nouveaux arrivants. En entendant le nom de la princesse Zaakin, elle répéta d'abord, avec vénération. Ah, une princesse, puis elle ajouta. Pour sûr, quelque pauvresse. Ces dames sont arrivées avec 3 fiacres, observa le domestique, en servant respectueusement le plat. Elles n'ont pas d'équipage, et quant à leur mobilier, il vaut 2 fois rien. Oui, répliqua ma mère, mais j'aime tout de même mieux cela. Mon père la regarda froidement et elle se tut. Effectivement, la princesse Zaakin ne pouvait pas être une personne aisée, le pavillon qu'elle avait loué était si vétuste, petit et bas, que même des gens de peu de fortune auraient refusé d'y loger. Pour ma part, je ne fis aucune attention à ces propos. D'autant plus que le titre de princesse ne pouvait pas me produire la moindre impression, car je venais précisément de lire Les Brigands, de Schiller.